Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous dans l'édition du soir. Voici ici le sommaire. Visite de la ministre du Numérique et de la Digitalisation dans les back-office de 3 e-services dans 2 structures. Objectif, apprécier l'impact de la dématérialisation sur le travail des différents acteurs. Un déjeuner de presse pour parler des modalités de revalorisation salariale annoncées par le gouvernement du président Patrice Talon dans son programme d'action pour la période 2021-2026. L'initiative est des centrales et confédérations syndicales. Au Burkina Faso, on parle des attentes des syndicats après le coup d'État. Les responsables syndicaux se sont dit rassurés par les engagements pris par les militaires à l'issue de cette rencontre. Les précisions dans un court instant. À nouveau, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle session de l'information sur Speed, la télévision. À l'orée de cette nouvelle année 2022, Patrice Talon a reçu les vœux des membres des différentes institutions de la République, du corps diplomatique accrédité au Bénin et de la haute hiérarchie militaire. Le président de la République, à son tour, n'a pas manqué de leur formuler ses vœux. En retour, on fait ici le point de la cérémonie. C'est une tradition solidement établie. Les institutions républicaines en légitime garant de l'alternance démocratique du Bénin sacrifient aux civilités du Nouvel An en venant formuler leurs vœux au président Patrice Talon pour la nouvelle année 2022. C'est le président Louis Vlavonou qui porte la voix de toutes les institutions de la République. L'année 2021 qui s'achève a été une année difficile pour la plupart des pays dans le monde. Mais grâce à votre gouvernance éclairée et à votre sens d'anticipation, elle a laissé des empreintes positives. Nous souhaitons donc, sous votre sage et clairvoyante direction, la création des conditions de retrouvailles de toutes les Béninoises et de tous les Béninois en vue de faire face avec détermination aux défis du terrorisme qui frappe à la porte du Bénin, aux défis du développement durable et à ceux de la pandémie du Covid-19. Une telle synergie d'action conduite sous votre gouvernance politique, économique et sociale inclusive fera du Bénin à la fin de votre mandat un pays qui comptera et qui sera cité en exemple dans la sous-région, voire à l'échelle continentale. En retour, le président de la République se montre sensible à tous ses vœux avant d'en formuler lui aussi à son tour. Je me réjouis d'avance de la contribution de qualité que vous apporterez au gouvernement pour l'aider à poursuivre et amplifier avec vos institutions l'œuvre de redressement national. Sur ce, je voudrais vous renouveler à nouveau mes vœux de bonne année 2022 et prier le ciel d'accorder à chacun une bonne santé, de la vigueur, de la détermination, de la volonté et que notre pays reste accroché définitivement au train du développement et que la paix et la sécurité nous caractérisent désormais la vie sur le territoire du Bénin. Je vous remercie. Autour des forces de sécurité, nous notons plus d'engagement. Les forces de défense et de sécurité sont, pour la plupart, conscientes de l'enjeu et de la responsabilité qui est désormais la leur devant le peuple béninois et devant l'histoire. C'est pourquoi, loin de courber l'échine face à cette hostilité grandissante, elles sont plutôt déterminées et engagées à défendre bec et ongles le territoire, les institutions et les populations de notre chère patrie. Bien que nous ayons travaillé à anticiper, voire éviter toute incursion sur notre territoire, notre dispositif a été éprouvé ces derniers temps. Cela traduit que nous ne devons jamais dormir sur nos lauriers et que la veille doit être permanente. En pareille circonstance, le gouvernement et moi-même, ainsi que je l'ai indiqué devant la représentation nationale le 29 décembre dernier, seront plus que jamais à vos côtés
pour vous fournir davantage de moyens nécessaires à la défense de notre territoire et à la protection de nos concitoyens. Les salutations d'usage suivies du retrait du chef de l'État ont mis un terme à cette cérémonie. Et dans cette édition, on parlera également de la visite de la ministre du Numérique et de la Digitalisation dans les back-office de 3 et services dans 2 structures, à savoir celle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou et le service de délivrance du permis de construire de la mairie de Cotonou. Objectif, apprécier l'impact de la dématérialisation sur le travail des différents acteurs. Une mini-tournée pour apprécier le travail fait dans les back-office de 3 e-services dans 2 structures. La visite de la ministre du Numérique a débuté au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Ici, avec sa délégation, l'autorité s'imprègne du travail des agents qui sont chargés de traiter les demandes de services publics en ligne. Dans un climat détendu, les différents acteurs se sont exprimés sur plusieurs sujets dont la délivrance du casier judiciaire et du certificat de nationalité en ligne. Des difficultés sont évoquées, des approches de solutions sont trouvées pour améliorer le système de délivrance de ces pièces. Ensuite, cap a été mis sur la direction des affaires juridiques et du foncier de la mairie de Cotonou. Le back-office installé ici par le gouvernement permet de délivrer le permis de construire en ligne, ceci à travers la plateforme permisdeconstruire.gouv.bj. Une réforme en marche depuis janvier 2021. Après un an de mise en œuvre, l'on peut affirmer avec certitude que l'un des principaux objectifs de la dématérialisation, qui est la réduction du temps de délivrance des permis de construire, qui était de 45 jours, a été atteint. Ce délai est donc passé à 25 jours au plus et 14 jours au plus tôt. Quelques difficultés cependant subsistent qui m'amènent à formuler les doléances ci-après. L'organisation de nouvelles séances de formation au profit des architectes, surtout ceux qui n'avaient pas pu participer à la première séance. La dotation de la commission communale des autorisations d'urbanisme en matériel tel que le scanner pour la mise en ligne de procès-verbaux d'études de dossiers. À ces différentes difficultés, l'autorité ministérielle apporte des réponses. Est-ce que les organisations au niveau des back-office ont été revues, optimisées, monsieur le maire, pour qu'on puisse faire face à ce surcroît, je vais dire, de requêtes? Donc, ça demande de mettre en place un certain nombre de choses. Certaines de ces choses, nous pouvons vous aider, nous pouvons continuer au niveau du secteur du numérique à aider. Mais pour d'autres, nous devons accompagner les structures bénéficiaires à les mettre en place. Les populations elles-mêmes pourront toucher du doigt l'effort qui se fait et voir que le souci est permanent au niveau du gouvernement d'améliorer ce qu'on fait. Le Smart Gouv pour une administration plus intelligente, une ambition du gouvernement réaffirmée dans le PAG2. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou dit rester disponible à répondre à toute alerte pour toujours satisfaire les usagers des e-services. Et puis les modalités de revalorisation salariale annoncées par le gouvernement du président Patrice Talon dans son programme d'action pour la période 2021-2026 préoccupent les centrales et confédérations syndicales réunies au sein du COGEFOS RB. Elles ont présenté aux hommes des médias ce vendredi le fruit de leur conclave tenu le 14 janvier 2022. C'était à Ouida. Eh bien, ces résolutions mettent un accent particulier sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Les détails. Dans son programme d'action 2021-2022, le gouvernement du président Patrice Talon annonce la revalorisation des salaires. Une bonne nouvelle pour les travailleurs qui peaufinent déjà les stratégies avant les négociations avec le pouvoir. Ce déjeuner de presse a été une occasion pour les centrales syndicales et confédérations de partager avec les hommes des médias le fruit de leurs réflexions. Avec l'étude, les recherches
que de 2016 à 2021, les denrées de première nécessité ont flambé avec calcul pourcentage à l'appui. La nourriture est devenue chère. Parfois on est à 75%, 70%, 50%, vous l'avez vu. Ensuite, il y a les impôts, les taxes, de nouvelles taxes qui sont venues se greffer. Quand on prend tout ça là, on constate que toutes les démonstrations qui ont été faites ont montré que le salaire n'est plus un salaire. Le salaire est devenu un salaire. Ça a l'air de quelque chose. Ça ressemble à quelque chose. Mais on ne peut pas l'appeler salaire. C'est ça que nous voulons. La conclusion qu'on peut tirer, c'est ça. Et le gouvernement a pris la mesure. Le président Talon, le gouvernement de la rupture, a pris la mesure pour dire qu'il faut revaloriser. Vraiment, on les a félicités, on les en félicite. Face à ces paramètres, les travailleurs ont des craintes. Ils vont croire que, en voulant faire la revalorisation, on ne veut pas nous retirer par la main gauche ce qu'on veut nous donner par la main droite. Nous voulons faire confiance totale au pouvoir. Et nous attendons fiévreusement, impatiemment, que les débats, les discussions, les échanges s'ouvrent avec les partenaires, nous, représentants des travailleurs, pour que nous prenions en compte tous ces paramètres. L'inflation, cet abattement, et aussi, n'est-ce pas, le coût de la vie, les taxes et tout ça, que cela fasse, ces paramètres soient pris en compte pour voir à quel niveau on peut augmenter les salaires. C'est pour ça que nous ne vous avons pas proposé ici, c'est 50%, c'est 100%, non. Le gouvernement du président Patrice Talon annonce et confirme tout de même la création d'un cadre de négociation avec les travailleurs avant la mise en œuvre de ces décisions. Les relations amoureuses, on en parle également dans cette édition. Pour la plupart des apprenants qui s'y adonnent âprement, il faut le dire, elles représentent une barrière pour la bonne évolution de leurs études. On note des impacts négatifs à divers niveaux dans le processus scolaire. Voici ici le reportage à propos de Olive Biaou. Satisfaire les désirs de Cupidon pendant qu'on est encore sur les bancs et élèves est monnaie courante dans nos lycées et collèges. Si parfois ces contes de fées connaissent d'heureuses fins, ils explosent dans la plupart des cas et au grand jour, les dessous d'une difficile cohabitation, études et sentiments amoureux. Mon objectif, c'est pas d'avoir une copine, c'est de droiter mon avenir pour que je puisse quitter l'école et aller dans une grande université qui est mon objectif final. Les relations amoureuses ne peuvent pas être jumelées avec les études vu la disparité de ces deux choses. On ne peut pas les jumeler. Quand on jumelle les relations amoureuses avec les études, on n'arrive jamais à finir les études. Ces amours immatures sont sans lendemain et quand survient le pire, les élèves filles sont les véritables victimes. Déjà sur le plan social, l'enfant est mal vu, la fille qui tombe enceinte par exemple est mal vue par ses pairs, par la société, est rejetée par sa famille. Sur le plan intellectuel, je peux dire que ce sont ces études qui sont retardées. Sur le plan économique, il y a des impacts parce que cette personne-là va dépendre alors maintenant des autres, c'est-à-dire peut-être du père de la grossesse, etc. Je peux voir aussi le plan psychologique. Il y en a qui sont atteints et il y en a qui, après ça, n'arrivent plus à continuer et deviennent, on va dire, les rejetés de la société. C'est à la maison que ça doit vraiment se parler. Et instaurer un climat social favorable à l'expression libre de l'enfant. Que ce soit élève garçon comme élève fille, bien sûr. Que dès qu'on se retrouve dans cette situation, on puisse spontanément aller vers ses parents et s'exprimer
Il dit voilà ce que je suis en train de vivre. Donc là, en retour, ils pourront bénéficier des conseils nécessaires pour pouvoir mieux gérer ça. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris depuis bientôt 3 ans des démarches pour réduire le phénomène. Plusieurs décisions ont été prises pour interdire les relations amoureuses entre élèves d'une part et entre élèves et professeurs d'autre part. Malgré cela, la pratique semble avoir la peau dure. Les informations hors du Bénin à présent démarrent avec le Burkina Faso. Eh bien, on parle des attentes des syndicats après le coup d'État. Les responsables syndicaux se sont dit rassurés par les engagements pris par les militaires à l'issue de cette rencontre. Voici les précisions à travers ce reportage. La société civile et les syndicats ne condamnent pas les militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso. Mardi, des concertations ont eu lieu entre l'unité d'action syndicale qui regroupe 130 organisations et le nouvel homme fort du pays, le colonel Paul-Henri Damiba. Il nous a assuré qu'il n'y aura pas de problème avec les syndicats, aucun syndicat, tant que nous sommes dans notre rôle régalien de défendre des intérêts travailleurs. Il nous assure qu'eux, ils sont là surtout pour remettre le pays dans ses bases régaliennes, notamment l'intégrité territoriale de notre pays et la sécurité des populations. De son côté, le chef de file de l'opposition burkinabé, Edi Komboingo, à la tête du CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, a pris acte de l'arrivée des militaires. Nous avons également lu la lettre du président Roch Marc Christian Kaboré qui a démissionné. Et nous avons également pris acte. Aujourd'hui, nous sommes disposés à rencontrer les premiers responsables du du MPSR pour comprendre leur vision et leur démarche. Et ensuite, nous allons aviser. En attendant la réaction de la CEDEAO qui a pris des sanctions jugées très sévères au Mali, les Burkinabés en grande majorité craignent que des sanctions soient imposées à leur pays. Et puis la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est déterminée à faire échouer les coups d'État militaires. Déclaration du ministre des Affaires étrangères du Niger, c'était à Paris et c'était lors d'une rencontre organisée ce jeudi. La CEDEAO est déterminée à faire en sorte que les coups d'État militaires soient un échec, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Niger, Assoumi Massoudou, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français Jean-Yves Le Drian à Paris. Le ministre nigérien a donné le ton en matière de transition militaire. Nous sommes déterminés, au niveau de la CEDEAO, à faire en sorte que l'expérience de confiscation du pouvoir par une junte militaire soit un échec au Mali, mais aussi au Burkina et partout ailleurs dans notre espace, pour que nous renouons avec cette volonté collective de donner la possibilité au peuple de s'exprimer toujours et de choisir librement leurs dirigeants. La rencontre entre les deux hommes survient après le report d'une réunion entre l'UE et les pays du G5 Sahel en raison du récent coup d'État au Burkina Faso. Alors que le Danemark vient d'annoncer le retrait de ses troupes au Mali, le ministre français a déclaré que la junte malienne était illégitime et prenait des mesures irresponsables. Et parlant donc de l'actualité de la Covid-19 en Afrique, il faut retenir que l'Afrique a vacciné 64% de sa population. L'Afrique a bientôt atteint son objectif de vacciner donc au moins 70% de sa population contre la Covid-19 d'ici la fin de l'année 2022. L'Afrique a bientôt atteint son objectif de vacciner au moins 70% de sa population contre la Covid-19. Jeudi, John Nkengasong, le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, a déclaré que cette visée était réalisable d'ici la fin 2022, à condition que les tendances de vaccination actuelles se maintiennent. En effet, si la lutte du continent contre la propagation du virus progresse, c'est en partie grâce à l'augmentation des vaccinations dans des pays densément peuplés comme le Nigeria, où l'hésitation à se faire vacciner semble s'estomper progressivement. Une crainte qui disparaît au fur et à mesure que les doses de vaccins périmés sont détruites et que les vaccins sont davantage disponibles.
Selon des études menées par le CDC, environ 80% de la population des pays africains est prête à recevoir le vaccin. Le CDC Afrique indique que 580 millions de doses de vaccins Covid-19 ont été reçues en Afrique et que 64% ont été administrées. Mercredi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé son premier défi lié à sa plateforme sociale YouReport pour que ces jeunes citoyens engagés encouragent l'adoption du vaccin anti-Covid auprès des plus sceptiques de leur communauté. Et de son côté, le Kenya lance son premier bus électrique avec 120 km d'autonomie. Le premier bus électrique kenyan espère limiter la pollution de l'air. Voici ici les images. Dans les rues de Nairobi, ces passagers s'apprêtent à monter dans le premier bus électrique conçu et fabriqué au Kenya. Mis au point par la société Opibus, il peut parcourir jusqu'à 120 km avant d'être rechargé, une autonomie légèrement inférieure à la moyenne des véhicules électriques. Mais peu importe, pour les passagers, le premier voyage est convaincant. C'est tout simplement silencieux, pas de bruit de cliquetis, pas de fumée. Et puis quand vous montez, il est tellement stable qu'il n'y a pas de vibration comme celle auxquelles nous sommes habitués dans les bus du service public. Le bus est tout simplement agréable. Pourtant, le bus n'est pas neuf. Le moteur électrique est simplement venu remplacer le moteur à combustion diesel. Côté conducteur, c'est une nouvelle expérience de conduite. En tant que chauffeur, vous avez l'esprit tranquille car vous n'êtes pas exposé aux vibrations et aux bruits qui sont synonymes de moteur diesel. Surtout pour un gros bus comme celui-ci. Ce bus est très silencieux. Seul inconvénient, le prix. 45 000 $ pour un bus électrique contre 30 000 $ pour un bus essence ou diesel d'occasion. Plus cher à l'achat, oui, mais pour ce conducteur, plus rentable sur le long terme. Si vous recevez 1500 shillings kenyans, prenez 1000 pour le carburant. Et lors d'un voyage, il vous restera 500. Mais ce véhicule électrique sera plus rentable parce qu'il coûtera 200 shillings kenyans à charger, ce qui même pour un voyage en heure creuse à 50 shillings kenyans vous permettra de faire au moins 1000 de bénéfices par voyage. Mais pour avoir un réel impact sur les émissions de carbone, il reste désormais à développer le bus électrique partout dans la capitale et dans le pays. Alors que nous passons à une innovation où nous adoptons des bus électriques, il n'y a aucune émission de combustible fossile. C'est une grande étape non seulement dans la réduction, mais aussi dans la façon dont nous vivons nos vies d'une manière plus durable. Alors que des millions de véhicules anciens très polluants sont revendus en Afrique chaque année, le bus électrique pourrait bien être une petite révolution écologique, un premier pas pour arriver aux objectifs fixés lors de la COP26. Et nous allons finir avec le Soudan où il y a eu des manifestations à Khartoum après la mort d'un homme dans des affrontements. Ça s'est passé en début de cette semaine. On fait le point dans le reportage que je vous invite à suivre. Des centaines de manifestants soudanais sont descendus dans les rues de la capitale jeudi en direction du domicile de Thabit Hussein, 23 ans, tué lors des affrontements près du palais présidentiel en début de semaine. Hussein était l'une des 3 victimes des manifestations de ce lundi. Depuis le coup d'État du 25 octobre, 76 personnes ont perdu la vie dans des protestations. Je suis dehors aujourd'hui parce que la démocratie n'a pas encore été atteinte. Nous vivons maintenant dans un pays occupé qui tue, viole et fait des choses horribles contre le peuple soudanais. Je souhaite qu'Abdel Fattah al-Burhan mette fin à l'effusion de sang, qu'il négocie avec les jeunes pour voir ce dont ils ont besoin exactement. Il est clair que tuer ne résout jamais un problème, mais les gens négocient habituellement pour trouver une solution. Et la négociation est notre seule solution. Il nous faut des gens prêts à discuter pour bâtir un nouveau Soudan. Politiquement paralysé depuis la prise de pouvoir par les militaires, le Soudan est devenu le théâtre de protestations incessantes, notamment depuis la démission ce mois-ci du Premier ministre Abdallah Hamdok, qui n'est pas parvenu à ramener la paix.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite donc un très bon début de week-end en compagnie des programmes de Speedline Télévision.